En 1958, Billy Wilder a déjà une certaine place à Hollywood et il signe un nouveau contrat avec la Mirisch Company qui vient de se former, qui est une petite compagnie qui lui assure une liberté qu'il n'a jamais eue auparavant. Il a un droit de regard sur à peu près toute la production, que ce soit le casting, le sujet du scénario. Il a le final cut, c'est-à-dire le montage final, ce qui est assez rare à Hollywood, particulièrement à cette période. Et il signe aussi pour 25% des bénéfices en tant que cachet. Donc il a une nouvelle liberté qui va lui être vraiment profitable. Et il décide de réadapter un film qui est un film français à l'origine, qui s'appelle Fanfare d'amour et qui parle de deux musiciens qui intègrent un orchestre de femmes, qui est sorti en 1935 1931 et qui a fait l'objet d'un remake allemand aussi en 1951. Et qui est un film que Wilder lui-même trouve assez mauvais, mais qui l'intéresse sur ce motif-là. En fait, dans le film initial, ils intègrent plusieurs orchestres et à chaque fois, ils prennent un peu l'identité de l'orchestre. Le thème du travestissement féminin est juste un motif parmi d'autres. Il va s'associer à un co-scénariste, Eddie Diamond, avec lequel il a déjà travaillé en 57 pour le film Ariane, et avec lequel il forme un duo qui va très bien fonctionner puisqu'ils vont travailler ensemble jusqu'à la fin de la carrière en fait de Billy Wilder, donc soit 25 ans. Et c'est un binôme qui est comme une sorte de couple. Ils passent à peu près leur journée à s'engueuler et à trouver des idées, se compléter, se contredire, et ça fonctionne très bien. Ils ont un principe qu'ils ont déjà établi auparavant et qui sera valable durant toute leur carrière de scénariste, c'est de ne pas terminer le scénario avant le début du tournage. Donc il y a une part du scénario qui n'est pas terminé, ils ne savent pas exactement comment va se finir le film, et ils continuent les sessions d'écriture les soirs et les week-ends du tournage, parce qu'ils s'imprègnent un petit peu de l'atmosphère des acteurs, de l'ambiance, pour enrichir un petit peu leur scénario, en voyant aussi comment les acteurs interagissent et quel personnage peut être un peu développé. C'est quelque chose d'ailleurs qu'on retrouve dans le film, cette capacité qu'ils ont à improviser avec ce qu'ils croisent. Comme les coquillages par exemple, c'est un procédé qui renvoie directement à la manière dont le film est écrit. À l'origine, pour le casting, ils pensent à Frank Sinatra, qui est très en vogue à l'époque, et pour le rôle féminin à Mitzi Gaynor. Frank Sinatra donne son accord au départ pour une rencontre, et en fait, il ne se présente jamais. Ce qui arrange finalement Billy Wilder, qui se rend compte qu'il aurait eu probablement beaucoup de mal à se travestir en femme de manière aussi longue et aussi poussée. Et il finit par engager Tony Curtis et il rencontre aussi Jack Lemmon qui fera un grand nombre de films avec lui par la suite. Et donc ils vont devoir se préparer. Entre-temps, Marilyn Monroe se dit intéressée par le film et ça va permettre évidemment une belle vitrine et on décide donc de l'intégrer à l'équipe. Jack Lemmon et Tony Curtis, donc Tony Curtis c'est celui qui joue Joe et Jack Lemmon celui qui joue Jerry, rencontrent un travesti professionnel qui va les entraîner assez longuement à se déplacer, à avoir la gestuelle de femme, leur donnant des détails très précis, comment se déplacer aussi avec des talons aiguilles notamment. Il y a un très grand travail qui est fait sur les costumes qui sont extrêmement contraignants à porter et qui vont donner une vraie pénibilité à leur travail. Jack Lemmon abandonne très vite le travail avec ce professionnel-là, il n'arrive pas à jouer le jeu alors que Tony Curtis est beaucoup plus à l'aise et ça en fera d'ailleurs un signe distinctif, on le voit, il y en a un qui joue beaucoup mieux la femme que l'autre et c'est quelque chose que va exploiter Billy Wilder pour différencier les deux rôles et pour différencier les comiques des différents personnages. La légende veut que pour tester si leur costume était réellement convaincant, on leur ait demandé d'aller se repoudrer le nez aux toilettes des dames du studio et ils auraient apparemment fait illusion et c'était leur passeport pour pouvoir tourner par la suite. Un choix aussi qu'a fait Billy Wilder, c'est celui de tourner en noir et blanc. Dans ses contrats, Marilyn Monroe exigeait de tourner en couleur et il lui explique en fait que le maquillage des hommes risque d'être trop voyant en noir et blanc et de paraître verdâtre. Et donc elle accepte, alors qu'en réalité c'est complètement faux, ça passe tout à fait, mais Billy Wilder a décidé de le tourner en noir et blanc parce qu'il aime ça esthétiquement pour une première raison, puis il y aura d'autres
d'autres motifs que je développerai un tout petit peu plus tard. Mais la photographie, pour lui, elle est importante et il a toujours tourné en noir et blanc. Il continuera à tourner en noir et blanc un certain nombre de films avant de passer à la couleur. Et c'est quelque chose qui, pour lui, est vraiment important. Le tournage est un tournage assez compliqué, hein. Ils ont un budget important, un tournage qui est compliqué par le fait qu'il y a un très grand nombre de personnes qui vont s'inviter sur le plateau. D'abord la presse qui est tout le temps là, parce que Marilyn Monroe sur un plateau c'est quelque chose d'exceptionnel, donc il y a en permanence des journalistes qui sont là, qui cherchent des ragots, qui veulent des informations. Il y a aussi une personne très importante qui accompagne Marilyn Monroe en permanence, c'est Paula Strasberg, qui est donc l'épouse de Lee Strasberg, le fondateur de l'Actors Studio, avec lequel Marilyn Monroe travaille depuis quelques années, et qui est vraiment sous la coupe de Paula, au point qu'au début du tournage, c'est un peu compliqué, puisque Wilder se rend compte que chaque fois qu'elle a tourné une prise, au lieu de regarder Billy Wilder, Marilyn regarde Paula pour avoir son aval, et il doit un peu la remettre à sa place pour lui expliquer que c'est lui qui va diriger le film. Il y a aussi une foule, toutes les scènes en extérieur, notamment les scènes sur la plage, sont des scènes où la foule est venue en masse assister à un tournage de Marilyn Monroe, donc ça implique des aménagements un petit peu particuliers. Et un autre visiteur récurrent, c'est Arthur Miller, le dramaturge new-yorkais, le mari de cette époque de Marilyn Monroe, qui est assez possessif, assez jaloux et qui s'inquiète un petit peu, et il a raison, de ce qui peut se passer sur le plateau. Ce qui fait qu'il y a une ambiance d'ébullition permanente qui va rendre le tournage un peu compliqué. À cette époque-là, Marilyn Monroe est dans une phase un petit peu difficile de sa vie. En réalité, sa vie entière est toujours compliquée. Là, elle s'est interrompue pendant 2 ans. Alors, il faut savoir qu'elle a tourné déjà avec Billy Wilder dans 7 ans de réflexion en 1955. Et Wilder s'était juré de ne plus jamais tourner avec elle parce que le tournage avait déjà été assez compliqué. Mais il a bien compris que, Marilyn Monroe, elle est irremplaçable et elle a une aura particulière qui va forcément donner du cachet et du charme à son film. Et que la promotion autour du film sera évidemment très intéressante aussi pour ses entrées et pour sa notoriété. Elle n'a pas tourné depuis 2 ans pour Hollywood. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez important à l'époque. Elle est allée donc sur la côte Est, à New York. Elle en a assez de jouer les écervelées, blondes, etc. Et donc, elle veut un petit peu changer, donner une certaine épaisseur à sa carrière, d'où l'Actors Studio, notamment à New York. Et elle décide donc de revenir à Hollywood, et 2 ans d'absence à Hollywood, tout le monde lui prédisait une fin de carrière, et en réalité, la presse est fébrile, le public arrive en nombre sur les lieux du tournage, et on sent qu'on est très, très enthousiaste à l'idée de la voir retourner sur les plateaux, ce qui évidemment contribue à ce que la presse se fasse le relais de tout ce qui peut se passer sur le tournage. Le tournage est donc forcément compliqué. Tony Curtis et Marilyn Monroe ont déjà eu une aventure par le passé alors qu'elle n'était pas encore connue. Ils en ont une nouvelle assez brève sur le tournage, ce dont évidemment Miller finit par être au courant, ce qui donne lieu à des règlements de compte, des potins en pagaille. Et en plus de ça, Marilyn Monroe tombe enceinte durant le tournage, ce qui va occasionner évidemment des complications. Elle va notamment prendre du poids, ce qui fait que les dernières prises de vue vont être un petit peu compliquées. Et il y a un certain nombre de plans, et notamment tous les plans de promo de films où on voit les 2 acteurs avec Marilyn Monroe pour faire la promotion du film, toutes les affiches, etc., sont en fait faits avec une doublure et pas avec Marilyn elle-même. Donc tout ça est assez compliqué et s'ajoute à la méthode, si on peut l'appeler comme telle, de Marilyn sur un plateau, qui est un cauchemar pour à peu près tout le monde. Marilyn Monroe ne sait absolument pas respecter des horaires. Elle a toujours 3 à 4 heures de retard par rapport au début de tournage, ce qui fait qu'on lui annonce que le tournage commence à 7 heures pour espérer qu'elle puisse être prête à partir de midi. Parfois, elle ne sort même pas de sa loge. Et donc, le tournage va prendre un retard considérable. Elle a aussi un très gros problème de mémorisation des répliques. Ils lui écrivent à peu près partout son texte.
Billy Wilder la supplie de faire attention et de regarder le texte sans le lire de droite à gauche, mais quand on regarde certaines séquences, notamment celle où elle est au téléphone, on voit clairement qu'elle est en train de lire son texte, et on voit les yeux qui parcourent des mots qui sont imprimés devant elle. On truffe tout le plateau de répliques dès qu'elles sont hors champ. Hein, la réplique où elle cherche dans un tiroir, dans chaque tiroir, ils avaient mis les 3 mots qu'elle devait dire, en fait. Et ça ne suffit pas, en fait. Elle a un réel problème de blocage, particulièrement sur les petites répliques, ce qui est très dérangeant, en fait, pour les gens qui pensent que ce sera là où ce sera le plus facile. Hein, Tony Curtis, dans ses mémoires, et Billy Wilder aussi, explique qu'elle est capable de jouer des plans séquences avec des répliques extrêmement longues, sans aucun problème. Et à partir du moment où elle a un tout petit plan, généralement en gros plan, avec quelques mots, là, elle a tendance à se bloquer. Et donc, sous l'influence de Paula Strasberg, qui lui apprend qu'il faut absolument qu'elle sente la réplique, qu'elle la recommence jusqu'à ce que ce soit bon, elle est prête à faire un nombre incalculable de prises. Il y a quelques exemples qui ont été évoqués par l'équipe. La réplique où elle dit juste, quand elle arrive à la porte, elle dit « It's me, Sugar », donc « c'est moi, Sugar ». Elle essaye de la faire et elle est incapable de dire les mots dans l'ordre. Le premier jour, au bout de 42 prises, ils abandonnent, ils n'en peuvent plus. Et le lendemain, il y a encore 15 prises nécessaires pour qu'elle arrive à sortir cette réplique. Et lorsqu'elle a des blocages, parfois elle ne dit plus rien et tout le monde attend. Et il y a évidemment une très grande tension qui s'installe sur le plateau. Pareil pour la réplique « Où est ce Bourbon ?», qui en plus est écrite dans tous les tiroirs. 88 prises pour cette réplique. Et 88 prises, ouais. Entre chaque prise, en plus, elle fait des exercices. Elle se secoue les mains, notamment, pour se détendre, pour se mettre dans un certain... Voilà, elle fait des trucs de relaxation qui, évidemment, augmentent le temps de tournage et mettent à rude épreuve la patience de ses partenaires, évidemment. Et donc, il faut faire évidemment très attention à la manière dont on lui parle, sinon elle risque de retourner dans sa loge. Et il y a aussi le problème de la brusquer, parce que si elle pleure, ce qui lui arrive de temps en temps, elle doit en plus retourner au maquillage, ce qui, évidemment, multiplie les délais. Et à d'autres moments, elle a un autre type de réaction. Billy Wilder raconte qu'un jour, au bout de la 35e prise, il se veut rassurant, il lui dit « Ne vous inquiétez pas ». Et elle lui dit « Mais m'inquiéter de quoi ?» Elle jouera jusqu'à ce qu'elle le sente. Elle a en permanence besoin d'être rassurée, elle a besoin que tous les acteurs lui disent que ce qu'elle fait est bien, elle a besoin que Paula Strasberg valide la manière dont elle joue, Arthur Miller quand il est présent sur les plateaux, ce qui complique encore la chose. Et donc le tournage va être extrêmement compliqué. Elle va s'interrompre plusieurs fois par overdose médicamenteuse qu'elle mélange à de l'alcool. Elle tombe enceinte, elle fera ensuite une fausse couche. Arthur Miller va accuser Billy Wilder d'avoir provoqué cette fausse couche en la faisant trop tourner, en la surmenant, etc. Donc c'est un tournage extrêmement difficile. L'entourage, évidemment, encaisse le coup. Sur les plateaux, il y a une blague qui circule, où on dit à quoi correspondent les initiales MM, et c'est Missing Marilyn, donc Marilyn manquante, puisqu'elle n'est jamais là et qu'elle passe son temps à différer le tournage. Les filles de l'orchestre sont extrêmement contentes du contexte, puisqu'en fait, elles attendent et elles sont payées. Ce qui fait qu'en fait, elles restent beaucoup plus longtemps que prévu sur le plateau, puisqu'il y a des tas de demi-journées qui sautent, puisqu'elles arrivent en retard ou alors elles n'arrivent pas à tourner. Et par contre, évidemment, c'est quelque chose qui va devenir extrêmement obsessionnel. La chanson Running Wild, durant laquelle elle fait tomber sa flasque de whisky, c'est normalement prévu pour être un plan séquence, et là c'est pareil, elle essaye un nombre incalculable de fois, elle est incapable de faire tomber la bouteille au bon moment, ce qui fait que finalement, ils mettent un plan de coupe parce qu'ils abandonnent, mais à chaque fois ils relancent la bande, c'est elle qui a enregistré les chansons, mais elles sont diffusées en playback. Et les acteurs disent qu'ils n'en peuvent plus d'avoir écouté 30, 40 fois cette chanson à la suite sur un plan séquence qui finalement ne marche jamais. Grosse pression évidemment pour Tony Curtis et Jack Lemmon, à qui Billy Wilder a dit « Bon, je vous explique, quand sa prise est bonne, il n'y a aucune raison pour que la vôtre ne le soit pas. » Donc eux, ils doivent évidemment être au taquet et être opérationnels, ce qui est extrêmement difficile, notamment quand ils doivent rester des heures debout sur des talons aiguilles, ce qui est
particulièrement douloureux pour eux. Et Tony Curtis explique aussi qu'il a cru vraiment qu'il allait se dissoudre en restant des heures et des heures dans la baignoire en attendant qu'elle puisse dire sa réplique. Voilà, donc tous ces éléments-là, Jack Lemmon dit d'ailleurs qu'il faisait un cauchemar durant le tournage où il imaginait qu'au bout de la 79e prise de Marilyn Monroe, lui foirait sa réplique et qu'il fallait tout recommencer. Voilà. Et donc Billy Wilder, c'est évidemment très dur pour lui, hein, il va somatiser énormément, il va avoir des très gros problèmes de dos, et le tournage va se finir de manière chaotique. Marilyn part avant la fin du tournage, hein, les relations deviennent extrêmement tendues, comme le dernier plan du film n'est pas un gros plan d'elle, elle décide qu'elle n'a même pas besoin d'être là, et le dernier plan que vous voyez, où on a donc Osgood et Jerry au premier plan, à l'arrière on voit hein, vaguement le couple, et en fait là aussi c'est une doublure, puisque Marilyn estime que c'est pas nécessaire d'être là. Donc il ne s'adresse plus la parole, et il va y avoir un très gros travail de post-production, déjà pour, parmi tous les rushs, parmi 88 prises, retrouver la bonne par exemple, et un travail aussi de Wilder sur le son. Il se rend compte que la voix féminine de Tony Curtis n'est pas très satisfaisante, il a beaucoup de mal à placer sa voix dans les aigus. Donc toutes les parties où Joséphine parle, en fait, il a été redoublé en post-synchronisation par un autre comédien qui fait une voix plus aiguë. Donc le film a des enjeux économiques qui deviennent importants parce que Marilyn Monroe a fait perdre 18 jours de tournage, elle a occasionné un surplus de 500 000 $ sur un budget de 2 300 000 $. Donc il y a une certaine tension quand même. L'avant-première, ils font, vous savez, des projections tests à l'aveugle dans les studios, et le film est annoncé comme un film d'un grand studio. Personne ne rit dans la salle, c'est un désastre absolu. Et donc ils sont extrêmement inquiets. Wilder, à qui on a dit que le film était trop long, et c'est vrai que 2 heures c'est long, surtout à l'époque on n'est pas habitué, une comédie ne fait jamais 2 heures. Il retourne en salle de montage, il enlève 58 secondes, une toute petite scène qui se passe dans le train après la fameuse fête, et il dit que son film est parfait comme ça, il ne changera rien. Ils font une deuxième avant-première où cette fois ils présentent le film comme étant d'un petit studio, et là les gens se disent un petit studio ça va être une comédie, et ils sont dans la disposition pour rire, et là la salle explose de rire, au point que Wilder va réaménager quelques montages parce qu'il s'est rendu compte que certaines répliques n'étaient pas entendues par le public, tellement il riait sur certains passages. Le film aura un immense succès, hein, et il y aura un certain nombre de nominations aux Oscars notamment, et aux Golden Globes, où Marilyn Monroe obtiendra le Golden Globe de la meilleure comédienne, et Jack Lemmon aussi. Et c'est les meilleurs costumes et les meilleurs scénarios, je crois, qui obtiendront les Oscars. Donc c'est devenu depuis un film culte et une des grandes comédies. Et c'est intéressant de se demander de s'interroger sur la manière dont elle est construite et ce qui explique sa postérité. La première chose qu'on peut dire, c'est que c'est un film qui est un film assez cinéphile et qui joue énormément avec les références. Billy Wilder, lui, s'est illustré dans le film noir dès les années 40. Il a tourné des films très importants comme Assurance sur la mort, par exemple. Et il est fasciné par ce système hollywoodien dont il fait vraiment partie. Et il y a une grande partie du film qui rend hommage aux films de gangsters des années 30. Et on le voit avec tout le début. Et puis des acteurs qui viennent de ces films-là, qui ont des trognes assez impayables, comme on savait en avoir dans les années 30. Et il y a beaucoup de références. Lorsque vous voyez le personnage, c'est l'acteur George Raft qui critique quelqu'un qui joue avec une pièce, en fait c'est une référence au Scarface de Howard Hawks, où lui-même jouait avec cette pièce. Raison pour laquelle la version française dit « Est-ce que tu m'imites ?» Voilà, alors qu'en réalité il lui dit que c'est... Il lui dit qu'il a une manière assez ringarde, donc il y a quelque chose d'assez comique par rapport à ça. On voit d'autres références, quand on dit Little Bonaparte, c'est une référence à Little Caesar. Quand il lui brandit un pamplemousse et qui menace à la fin, c'est une référence à l'ennemi public où l'homme écrasait un pamplemousse sur le visage de son épouse. Voilà, donc il y a toute une série comme ça de références et d'hommages, si vous voulez, à ce cinéma des années 30, d'avant le Code Hays, justement. Et autre petit clin d'œil amusant, lorsqu'il joue le personnage du millionnaire,
Joe a un accent très particulier. En fait, il imite Cary Grant. C'est vraiment sa voix. Et raison pour laquelle c'est particulièrement drôle quand Daphné lui dit personne parle comme ça, qu'est-ce que c'est que cet accent hyper bizarre. Le public de l'époque, évidemment, riait d'autant plus parce que tout le monde avait reconnu l'imitation de Cary Grant. Et donc, par-dessus ce film de gangster, il va donc y avoir toute l'efficacité du duo de scénaristes de Wilder et de Eddie Diamond. Hein, Wilder ne refusait de changer une virgule à son script. Raison pour laquelle aussi c'était particulièrement difficile avec Monroe, qui avait tendance à ne pas donner les mots dans l'ordre. Et donc, il sait exactement ce qu'il veut. Et on le voit, sa mise en scène n'est pas une mise en scène ostentatoire avec de grands mouvements de caméra, etc. Tout est question vraiment d'efficacité. Et en cela, il est l'héritier d'un réalisateur avec qui il a travaillé et qu'on a eu l'occasion de voir il y a quelques années au Ciné-Club, qui est Ernst Lubitsch. On avait vu To Be or Not To Be. Et qui fonctionne de la même façon. C'est-à-dire que tout est question de rythme et tout est question d'efficacité. Les dialogues sont ciselés. Ils sont extrêmement précis. Il y a un grand travail sur le rythme, sur les allitérations. Vous avez vu à quel point vous avez certains mots qui reviennent durant tout le film. Par exemple, le type O sur le groupe sanguin, ce genre de choses. On a vraiment un travail d'orfèvre qui permet à chaque fois de mettre en place des clins d'œil à destination du public qui constate avec un grand plaisir la manière dont tout cela est ficelé. Autre travail sur le rythme. Dans une comédie, au théâtre par exemple, les comédiens peuvent s'adapter au public pour ralentir ou augmenter la cadence, et notamment au rire. Et ça, il en est parfaitement conscient, et il sait que l'une des scènes qui risque de faire le plus rire, c'est celle où justement Daphné et Jerry annoncent son futur mariage avec Osgood. Et c'est la raison pour laquelle il met en place ce système des maracas. Donc il a minuté chaque réplique, et il veut un temps pour les rires du public et pour qu'on ne perde pas un mot de ce que sera la suite. Donc évidemment, vous avez un effet de comique de geste supplémentaire, mais il y a aussi cette idée de faire avec les interactions du public. Et effectivement, moi, j'écoutais particulièrement et ça collait parfaitement. Il y avait vraiment ce décalage qui permettait de savourer pleinement le texte. Donc tout est travaillé, et il y a un autre travail d'écriture extrêmement important, c'est celui des ellipses. Le comique chez Wilder fonctionne aussi sur des coupes. On le voit, par exemple, on ne voit pas les personnages tenter de différentes choses pour devenir des femmes. D'un plan à l'autre, ils sont des femmes, avec ce travelling directement. Ça va même très loin, en dépit de toute vraisemblance, avec la manière dont elles ressortent de l'ascenseur, alors que ceux qui les poursuivent ont l'air d'être dans la même temporalité. Donc on joue énormément avec ça, et c'est quelque chose qui évidemment va emballer la machine, parce que tout le film est une gigantesque course-poursuite, en fait. Et donc on retrouve cette rythmique. C'est la même chose quand Jerry dit I'm a girl, I'm a girl, I'm a girl, et que ça se confond avec la mécanique du train. On a vraiment un travail sur la rythmique qui est extrêmement important. Et cette fameuse dernière réplique, qui est très maligne, elle a été en réalité trouvée complètement par dépit. Elle est écrite le dimanche soir pour un tournage de la dernière séquence le lundi. Le tournage est à peu près tourné dans l'ordre chronologique du film, puisque eux écrivent en même temps. Et au départ, c'est une réplique qui avait été mise ailleurs et finalement coupée, et ils ne savent pas du tout comment finir. Quelle va être la réaction d'Osgood face à la révélation de Jerry? Et au départ, ils mettent cette réplique par dépit et ils disent on verra bien. Ils n'en sont pas du tout convaincus. Cette réplique, qui est devenue l'une des plus célèbres de la comédie américaine, est extrêmement intéressante, puisqu'évidemment, elle ouvre sur quelque chose de nouveau, sur une espèce de hors-champ. Et ça aussi, c'est un travail sur l'ellipse, où vous avez des choses qui supposent un au-delà de l'écran, un au-delà de l'histoire. Et qui, évidemment, est très osé, bien entendu, puisque ça supposerait qu'Osgood puisse s'accommoder de ce qui ne se fait pas dans les conventions, évidemment. Et ce qui pose, bien entendu, la question de la censure. Donc le code Hays, comme je vous disais tout à l'heure, il est en vigueur de 1934 à 1966. Donc c'est un code de censure auquel on doit tous, tous les producteurs et tous les cinéastes hollywoodiens doivent se conformer. Et clairement, Wilder va être stimulé. Et on le voit chez un grand nombre de cinéastes. Évidemment, la contrainte va favoriser leur inventivité.
On le voit, déjà le simple fait d'engager Marilyn Monroe est une provocation par rapport au code Hays, hein, et la manière dont elle est filmée, on le voit, il suffit de voir la robe qu'elle porte par exemple, hein, dans la première scène où elle chante, ensuite savamment vous avez le projecteur qui se réduit un petit peu, mais on joue évidemment énormément avec ça, et vous avez aussi une idée qu'a Wilder, c'est celle de justement déplacer dans les années 20 son intrigue. Il est convaincu qu'en la déplaçant, déjà, ça va justifier le noir et blanc, et des travestis en noir et blanc, ça va être moins choquant, et dans une autre époque, ça va être plus accepté par le public. Ce qui est effectivement le cas. Hein. Il y aura quelques ligues un peu extrémistes qui s'insurgeront contre le film, mais ça ne va pas faire grand bruit de ce point de vue-là. Le film ne va pas réellement faire scandale en réalité. Il va surtout avoir du succès. Et donc ce déplacement dans une autre époque est une technique évidemment, hein, de ce film qui n'arrête pas, pendant tout le film, et dès son titre, de parler de sexe. Hein. Quand ils disent « Some Like It Hot », on parle, ce hit, hein, c'est la musique, hein, mais il est évident que ce hit contient plein d'autres choses volontairement neutres et que tout le monde peut voir. Et en permanence, vous avez des métaphores, hein, tout ce qu'il dit sur la pâtisserie, sur le fait qu'elle s'appelle Sugar, etc. On en parle en continu et on est toujours sur le fil de quelque chose d'à la fois grivois et de malin et de sophistiqué. Et c'est pour ça que le film fonctionne, parce qu'on n'est jamais réellement dans la vulgarité, on est toujours dans quelque chose qui est intelligent et malin avant d'être simplement provocateur. Et c'est sur ce registre que Wilder arrive réellement à se placer. Et donc le film, au-delà de la simple comédie, va aussi proposer une série d'écrins pour filmer Marilyn Monroe. Il s'agit vraiment, très clairement, de la mettre en valeur, et Marilyn Monroe a évidemment des exigences. Déjà, quand elle arrive, elle exige que toutes les autres filles de l'orchestre ne soient pas blondes, ou alors moins blondes qu'elle, donc elles doivent toutes revoir leur teinture, parce qu'il s'agit évidemment qu'elles ressortent à tout prix de l'écran. Autant de conditions que Wilder accepte, parce que Wilder sait que c'est quelque chose qui doit aussi faire partie de son film. Et pareil, à la suite du tournage de la première séquence, elle arrive quand même au bout de 24 minutes de film. C'est très intéressant la manière dont on a différé son attente, alors qu'évidemment tout le monde l'attend. Elle fait son entrée et à la suite du visionnage des rushs, vous savez, le soir l'équipe peut voir les rushs de la veille ou de la journée, elle fait une crise en disant que son entrée est beaucoup trop banale et qu'il faut trouver quelque chose d'autre qui puisse la mettre en valeur. Et donc on va retourner la séquence dans ces studios qui contiennent une gare et on va inventer ce système du sifflement, hein, le train qui va siffler, ce qui est évidemment totalement illogique, c'est au niveau de la locomotive normalement hein, que vous avez des jets de vapeur, pas au niveau d'un banal wagon, et qui fait référence aussi à la fameuse scène dans 7 ans de réflexion où elle est sur la bouche d'égout, vous savez, qui souffle et qui soulève sa grande robe blanche. Donc c'est un clin d'œil au cinéma de Wilder lui-même, et donc elle a cette idée de mettre en valeur ça. Et ce qui est très intéressant, c'est que Marilyn, la façon de la mettre en scène, joue toujours sur plusieurs tableaux. En réalité, ce n'est pas le rôle principal, Marilyn. C'est ce duo de comiques masculins. Et il y a une réelle concurrence. On voit que dans un certain nombre de scènes, elle surjoue la féminité, comme si elle était justement en train d'essayer de se mettre au niveau de ceux qui jouent la féminité. Et il y a un travail comme ça constant pour la mettre en valeur. Toutes ces scènes évidemment de musique aussi, qui sont des numéros où elle-même a enregistré la chanson, donc c'est sa voix. Et elle devient, en fait, après la scène avec les gangsters, ce long prologue, c'est elle qui devient la force motrice du récit. Les gangsters les poursuivent et ensuite eux poursuivent Marilyn et elle devient le centre du récit avant un retour pour réemballer l'action. Mais c'est clairement par elle que tout le récit va se faire. Et donc, Wilder filme Marilyn sous 3 aspects. C'est d'abord évidemment une beauté sculpturale que tout le monde connaît. C'est aussi une actrice qui sait clairement jouer la comédie. Ça prend du temps, mais voilà. Il le dit, il dit tourner avec elle. Obtenir une réplique d'elle, c'est comme lui arracher une dent. C'est un peu compliqué, mais voilà. Mais il sait que quand il a la bonne prise, il y a quelque chose qu'il aura avec personne d'autre. Et il filme aussi la personnalité publique connue. Et ça aussi, c'est vraiment intéressant et c'est quelque chose qui va exploiter. Donc le film contient un certain nombre de critiques
sociale notamment, qui dépasse un peu le cadre de la simple comédie, et qui joue avec l'idée notamment de l'hypocrisie généralisée. C'est le cas, par exemple, pour tout ce qu'on vous montre sur la prohibition, hein, qui est une espèce de... Voilà, tout le monde boit de l'alcool, absolument, hein, à cette époque-là. Donc cette prohibition qui est voilà, quelque chose d'extrêmement hypocrite. Vous avez aussi la manière dont on montre les croqueuses de diamants. Elle ne s'en cache pas, elle veut un millionnaire. Et la manière dont les millionnaires eux-mêmes sont à la pêche. Hein, vous les voyez tous en rang comme ça, et ils voient défiler les jeunes recrues, hein, la chair fraîche. Et donc il y a un marché qui va se faire. Et ça aussi c'est intéressant, c'est un film qui finalement... ce que filme Wilder, et c'est la raison pour laquelle ça passe aussi au niveau de la censure, c'est qu'en fait, il ne filme pas des gens qui veulent vivre en tant que travestis. Pour eux, ce n'est pas un choix de vie, c'est une nécessité de survie. Et ça aussi, ça fait passer clairement la pilule. Hein, ils n'ont pas le choix, d'une certaine manière. Et en réalité, c'est un film extrêmement hétérosexuel et qui parle tout le temps de sexe et d'argent, en gros. Et ça, c'est évidemment des thèmes que Wilder a déjà vus, notamment dans 7 ans de réflexion. Et il joue aussi justement sur cette hypocrisie généralisée et la façon dont les gens ont un certain discours, ont une façade et en réalité se comportent toujours finalement de la même manière. Et l'autre sous-texte qui est vraiment intéressant, c'est la manière dont justement les deux hommes qui jouent aux femmes au départ se sentent voilà, comme des renards dans un poulailler prêts à tout croquer et progressivement, et très rapidement d'ailleurs, se retrouvent à subir la condition féminine et sont initiés en fait au féminisme. On les pince dans les ascenseurs, on leur fait des remarques grivoises, on les harcèle même, ce groom là qui passe son temps à s'introduire dans la chambre. Donc, et c'est quelque chose, ils le disent, maintenant on sait ce qu'elle subit. Et ça aussi c'est une réflexion qui est assez intéressante et plutôt audacieuse pour l'époque. Donc tout l'équilibre comique du film repose sur ce jeu avec les faux-semblants. Il y a une dénonciation de l'hypocrisie, mais il y a aussi évidemment un moteur comique très fort. Dès le début du film, vous avez vu la façon dont justement la prohibition se met en place. Tout est tout le temps une fausse annonce. Vous avez des pompes funèbres, vous avez une chapelle, vous avez un tripot, et même dans le tripot, on ne sert pas d'alcool, on sert que des boissons avec évidemment autre chose à l'intérieur. Et donc cette vaste comédie du mensonge va être quelque chose qui fait qu'on est dans une instabilité constante et une improvisation permanente. Et on est dans le théâtre même de boulevard. Tout est très pratique. Vous avez un yacht qui est prêt, vous avez un bracelet qui circule. Là, on est dans les recettes les plus classiques de la comédie. Mais ce qui est intéressant, c'est que le travestissement, ce leurre n'est pas une finalité. Et c'est en fait, les personnages vont se transformer progressivement et vont même se révéler à eux-mêmes à travers ces différents rôles. On le voit, le personnage de Joe par exemple, c'est celui qui va jouer d'abord Joséphine et puis ensuite jouer le millionnaire et finalement emprunter à chacun d'entre eux. Il se retrouve dans une sorte de rôle hybride, puisqu'il reste avec par exemple les boucles d'oreilles, ou alors c'est en tant que femme ensuite qu'il va embrasser celle qu'il aime parce qu'il est spontané et donc il va de plus en plus révéler qui il est lui-même. Le personnage de Jerry lui aussi est extrêmement intéressant puisque c'est celui qui a l'air le plus dans l'escroquerie au départ et qui finalement se prend au jeu et va révéler en lui une féminité qu'il trouve tout à fait jubilatoire. Il suffit de voir, et c'est annoncé très tôt, lorsque il propose Daphné, on a vraiment l'impression d'une sorte de coming out brutal où en gros il a toujours voulu s'appeler Daphné. Et c'est quelque chose de très drôle et qui annonce évidemment la suite et la spontanéité du personnage qui va se découvrir quelque chose qui finalement le révèle à lui-même. Et le personnage de Marilyn Monroe fonctionne sur le même principe et donne accès à des coulisses. Quand elle est dans cette scène de confidence au début du film, c'est vraiment intéressant parce qu'en gros, elle donne toutes les cartes au séducteur pour pouvoir l'obtenir. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que là aussi, dans ce passage-là, Wilder filme Marilyn. Marilyn qui boit, Marilyn qui explique qu'elle est un peu écervelée, qu'elle souffre de sa beauté qui lui joue des tours et qu'elle est très fragile en réalité. Et c'est quelque chose qui là aussi donne une véritable épaisseur au film et évidemment tout le monde sait que c'est Marilyn à ce moment-là et qui elle aussi va pouvoir dans un beau final hollywoodien trouver l'amour. Mais on reste sur cette idée propre à la comédie de Marivaux où il faut passer par le masque, par le faux. Chez Marivaux, on se déguise
en maître ou en valet pour essayer de savoir, de prêcher le faux pour savoir le vrai de l'autre côté. Et donc dans ce jeu menteur, en réalité, les masques sont des révélateurs de la vérité. Et toute cette comédie-là, elle ne vieillit pas grâce à ça. Parce que justement, on est de toute façon dans un hors-temps qui est comique où tout est possible, mais aussi dans une quête de vérité qui est très audacieuse. Et cette fameuse réplique finale, Nobody's perfect, elle montre aussi justement l'idée d'une audace possible et de laisser une vérité qui surgit dans un grand éclat de rire, mais finalement qui révèle quelque chose d'extrêmement audacieux, qui se poursuit hors champ, chacun en fait ce qu'il veut, mais à ce moment-là, Wilder, il ose quelque chose qui fait que la comédie va largement au-delà du simple divertissement et nous poursuit jusqu'à aujourd'hui. Merci de votre attention. Bonne soirée.